Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Reflète TV. Si vous nous rejoignez partout dans le monde sur nos différents canaux, vous suivez Entre deux News, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité ivoirienne et internationale. Plus Chéri Balo, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Alors, le parti dit dissous GPS de Guillaume Soro refuse de disparaître de la scène politique ivoirienne. Les déclarations ne cessent d'alimenter les débats. Une réunion de GPS a même eu lieu le samedi 14 septembre dernier pour analyser l'actualité sociopolitique ivoirienne et internationale également. Nous nous intéresserons bien sûr aux questions nationales. Puis Chéri Balé, en tout cas, on lit dans ce communiqué-là que le GPS de Guillaume Soro attaque le pouvoir sur plusieurs points, notamment dans l'attente de la fixation du prix Borchamp du kilogramme de cacao pour la campagne 2024-2025 qui doit être déterminée d'ici la fin du mois de septembre. GPS réclame une augmentation minimale de 45% du prix Borchamp à verser aux producteurs ivoiriens. Comment vous réagissez? On réagit de la même manière. Nous tous, on attend. On attend impatiemment de savoir à combien sera fixé le prix du cacao, d'autant plus que les paysans attendent cela pour scolariser leurs enfants. Il y a beaucoup d'enfants de paysans qui n'ont pas encore pris le chemin de l'école. Et quand on sait que le troisième producteur, le Cameroun, était l'année passée à 5 000, cette année à 4 500, alors que nous sommes seulement à 1 500, on est vraiment curieux de savoir le 1er octobre ce qui va être décidé par l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est réaliste, 45% d'augmentation? Moi, j'aurais dit même 100%. On était à 1 500, on doit mettre au moins à 3 000 parce qu'on est premier producteur et c'est nous qui étions à 1 000 francs. On est monté à 1 500, mais bon, c'est peu, 45%. Bien, Guillaume Bato, est-ce que nous avons la possibilité en Côte d'Ivoire de passer à une augmentation de 45% comme souhaite un GPS de Guillaume Soro? Oui, bon, moi je ne connais pas la base de calcul du GPS, mais ce qu'on constate, c'est que, comme l'a dit Mme Balé, c'est que d'autres pays producteurs payent mieux à leurs paysans. Donc, et je pense que avant même l'augmentation de 500 francs cette année, le gouvernement s'était engagé à tenir compte des prix, puisque l'argument qui avait été avancé que l'État de Côte d'Ivoire, vendant sa production par anticipation, ne pouvait pas, dans le feu de l'action, appliquer les prix. On espère donc que les prix de cette année vont connaître donc un accroissement, en tout cas substantiel. En tout état de cause, c'est une question qui préoccupe. Il y a eu beaucoup de débats sur la question du prix du cacao, mais même sur la gestion même de la filière café-cacao. Et malheureusement, sur cette question, on n'a pas senti une volonté du gouvernement d'ouvrir le débat. Certains acteurs politiques, comme le président du Fonds pour l'Ivoirien, par exemple, avaient souhaité un débat à l'Assemblée sur le bilan de la gestion de la filière cacao depuis l'arrivée au pouvoir du président Ouattara. Cette demande est restée sans suite et beaucoup d'organisations de producteurs de cacao ont manifesté, ont donné de la voix pour demander que les prix soient alignés sur les prix qui sont faits dans les pays frères. Jusqu'à présent, on n'a pas senti cette volonté de la part du gouvernement et du Conseil Café-Cacao. On espère donc que la prochaine campagne, que toutes ces préoccupations vont être prises en compte pour que, même si ce n'est pas 45%, même si c'est plus de 45%, mais que le prix payé aux producteurs ivoiriens, quand même, s'aligne sur ce qui est fait dans d'autres pays. Et moi, je ne vois pas pourquoi au Cameroun, en Guinée ou ailleurs, le cacao peut être mieux payé qu'en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on nous explique. Bien, puis Chéri Balé, selon vos analyses, qu'est-ce qui expliquerait ce prix en Côte d'Ivoire en deçà de celui des autres pays concurrents tels que le Ghana et le Cameroun, par exemple? Bon, il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait même que les paysans ne sont pas associés même à l'analyse de toutes ces questions-là. Et c'est ça qui pose aussi le problème de la gestion de la filière. Depuis que le Conseil cacao gère la filière, les paysans se plaignent. Ils ne sont pas associés à beaucoup de prises de décision. Et toutes les décisions qui sont quand même prises sans eux ne sont pas appliquées comme il se doit. Donc, il y a le fait qu'ils ne sont pas associés à la décision, mais il y a aussi le fait que certainement que l'État de Côte d'Ivoire ne négocie pas bien
ces prix en fait, puisqu'il vend la production à l'avance, certainement qu'il ne négocie pas bien cette vente-là qui permette après de fixer un bon prix aux producteurs. Bien, alors ce chiffre est officiel, hein. La Côte d'Ivoire se classe parmi les pays africains avec un taux de mortalité par suicide élevé estimé à 23 cas pour 100 000 habitants chaque année, à en croire GPS. La pauvreté et la misère, cause profonde de la désespérance, expliquent ce phénomène en hausse en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous partagez ce même avis? Je ne sais pas d'où il tire le chiffre, mais GPS même à la base... Donc, ce chiffre est officiel, c'est un chiffre officiel. Ceux qui sont les responsables de GPS aujourd'hui sont à la base de tout. Qui était communiqué par l'OMS et le ministère de la Santé la semaine passée, je pense bien. Je dis que ceux qui dirigent GPS aujourd'hui sont à la base de cette paupérisation. Ceux qui ont conduit cette rébellion dans ce pays. Voilà, parce qu'il faut aussi que parfois on rappelle aux gens un peu leur passé. Voilà. Ceux qui ont fait la rébellion, qui ont mis à genoux une bonne partie de la Côte d'Ivoire pendant des années, ne peuvent pas, au lieu de venir, bon c'est vrai, la mauvaise foi est la mieux partagée, dit-on en politique, mais parfois aussi il faut se remettre en cause. Les leaders de GPS portent une grande responsabilité dans les difficultés de notre pays aujourd'hui. C'est au pouvoir de 2011 à 2018 avec le président Ouattara. Oh, mais je dis avant même 2011, la rébellion de 2002 à 2010, c'était quand même M. Guillaume Soro et ses amis. C'est eux qui ont tous les massacres qu'on a connus, l'économie a reculé, l'exode des populations, l'économie locale s'est effondrée dans ce qu'on appelle les zones CNO. Donc GPS est un parti responsable, hein? En tout cas, M. Guillaume Soro porte une grande responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Bien, donc allez-y. Oui, je pense qu'il faut qu'ils identifient aussi les conséquences. Et après, vous l'avez dit, ils ont accompagné la fleur à la poitrine, le pouvoir du président Ouattara de 2011 jusqu'à 2018. Voilà. Donc tout ça, le mois venu, il faut que ce débat-là soit fait. Tous ceux qui portent la responsabilité de ce qui nous est arrivé devront rendre compte à nos compatriotes. Bien, puis Chéric Balé, on croit GPS, la pauvreté et la misère, cause profonde de la désespérance, explique le phénomène des suicides en hausse en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Oui, le contexte socio-économique est de plus en plus difficile. Donc, je pense que ce qu'ils disent est tout à fait vrai. Le chômage a toujours existé, mais il est encore plus exacerbé malgré les chiffres officiels qu'on nous donne. Dans la réalité, il y a des problèmes d'insertion professionnelle. Ceux qui font l'effort de se lancer dans l'entrepreneuriat sont combattus par des entreprises écrans. Tout le monde sait que nous avons des affairistes au pouvoir et qu'eux-mêmes créent des sociétés qui compétissent de façon déloyale avec des pauvres citoyens qui essaient de s'établir dans l'entrepreneuriat. Et toutes ces situations-là peuvent emmener évidemment des personnes à s'adonner au suicide. Sans compter que récemment, avec les derniers suicides qu'il y a eu, il y a eu d'autres raisons, hein. Par exemple, le douanier qui s'est suicidé, ce n'est pas parce que l'entrepreneuriat ne marche pas. Voilà, donc il y a vraiment plusieurs causes. Mais une chose est sûre, on se suicide parce qu'on est déprimé et parce qu'on ne voit pas de perspective. Donc on préfère se donner la mort, bien que ça ne soit pas la meilleure des solutions. Mais je pense que le contexte y est pour quelque chose. Et avec les déguerpissements abusifs qui ont cours, il faut s'attendre à ce que ça s'accroisse davantage parce qu'on voit des chefs de famille qui sont émasculés, ils n'ont plus de quoi nourrir leur famille, ils n'ont même pas d'abri. Donc tout ça, ça peut encourager le suicide. Bien, cette précarité, hein, selon GPS, crée un environnement de désespérance où l'incapacité à satisfaire les besoins fondamentaux comme l'alimentation et le logement peut mener à des sentiments d'impuissance et de désespoir. Les conditions de vie difficiles, disent-ils, ont un impact direct sur l'augmentation du taux de suicide. Fin de citation. Ce sont les propos de GPS. Guillaume Bateau, réaction. Oui, je crois que c'est clair qu'il y a un malaise. Il y a un malaise de la société ivoirienne, mais comme je disais, que tous ceux qui ont eu à diriger ce pays ces 15 dernières années en portent l'entière responsabilité. Voilà. Je crois que la Côte d'Ivoire, au-delà des progrès qu'on peut constater en matière d'infrastructure notamment, il y a de réels problèmes. Quand vous allez dans l'arrière-pays, vous voyez que il y a de réelles difficultés. Pourtant, c'est à Abidjan que le taux de suicide est très élevé, hein, malgré les difficultés de l'intérieur du pays. Oui, mais ceux qui se suicident à Abidjan, ils peuvent venir de l'intérieur du pays. Voilà. Mais
pour être complet sur la question, je pense effectivement qu'il y a des efforts à faire en termes de perspective individuelle pour chacun de nos compatriotes. Et il y a beaucoup de difficultés. Quand vous prenez Abidjan, vous allez dans les quartiers, et même parfois dans les quartiers UP, hein, on sent que tout le monde n'arrive pas à se nourrir convenablement. Nous sommes par exemple dans la période de la rentrée scolaire, vous voyez, les parents ont d'énormes difficultés à inscrire leurs enfants parce que le coût du matériel didactique, le coût des fournitures scolaires, tout ça ne fait qu'augmenter. La scolarité ne fait qu'augmenter. Et tout ça, ce sont des difficultés. Et malgré les augmentations du SMIC, des salaires, des blocages des fonctionnaires, on sent que les salaires ne suivent pas le rythme de progression des coûts des denrées, des coûts de la vie. Donc, toutes ces questions-là doivent être adressées par le gouvernement, qui doit faire de plus en plus d'efforts, parce que la démographie aussi, hein, le nombre d'habitants croît. On devient de plus en plus nombreux sur un espace de plus en plus petit, et puis les réponses ne sont pas aussi rapides que les problèmes qui se posent. Donc, il faut se mettre, il faut retrousser les manches. Voilà ce que j'allais dire, il faut retrousser les manches. Il faut adresser les problèmes qui sont connus pour que les Ivoiriens vivent de mieux en mieux et vite, ou ne se disent pas qu'il n'y a plus d'espoir, il faut se suicider. Bien, je vous ai entendu parler, vous estimez qu'il n'y a pas de réponse. Non, vous en connaissez? Moi, je ne vois pas de réponse. On nous donne les informations, tel s'est suicidé aujourd'hui, il y a eu ci, mais bon, il n'y a pas de mesure concrète à ma connaissance qui a été prise pour juguler ce phénomène. Guillaume Bateau, réaction là-dessus? Pas de réponse? Bon, je ne sais pas, je n'ai pas encore entendu le gouvernement se prononcer sur, peut-être que je n'ai pas, parce que souvent je suis hors d'Abidjan ces derniers temps, mais je n'ai pas entendu le gouvernement réagir sur cette question de suicide, mais c'est une question qui doit être adressée. Il faut regarder, Mme Balé a dit, je suis d'accord avec elle, les causes sont multiples. Il y a beaucoup de causes. Vous savez, dans les entreprises, il y a des suicides. Tout ça, il faut regarder le phénomène et voir comment on l'aborde de façon globale, de façon holistique, pour que les solutions puissent être trouvées et que les Ivoiriens ne renoncent à se suicider. Parce que malheureusement, ce n'est pas la meilleure des solutions. Il y a toujours un espoir, il faut toujours espérer, il faut toujours continuer de se battre, même quand c'est difficile. Il faut toujours se donner, se dire que demain peut être meilleur et continuer de se passer. Parce que quand vous vous suicidez, bon, c'est une perte. Est-ce que la solution serait, comme propose GPS, de renforcer les infrastructures de santé mentale en formant des professionnels et créant des centres de soins dans toutes les régions du pays? C'est une des solutions, mais ce n'est pas forcément la solution. Il faut déjà même faire une campagne parce que nos populations ne sont pas informées de toutes les possibilités quand on est dans certaines situations. On prend par exemple le cas des instituteurs qui sont souvent sous le poids de leurs créances vis-à-vis des margouillas. Quelle solution il y a par rapport à ça? Et normalement, les syndicats d'enseignants devaient en faire un souci. C'est-à-dire qu'il faut cibler chaque problème, parce que ce qu'ils ont dit là, c'est vraiment trop global. On va renforcer les capacités des centres de santé et tout, mais déjà même, il faut pouvoir dire aux populations que dans les centres de santé, désormais, il y aura des psychologues. Donc, il faut recruter des psychologues pour les mettre dans ces centres de santé, ainsi de suite. Mais il faut cibler les problèmes, les causes plutôt de façon individuelle et trouver des solutions par rapport à chaque cause. Maintenant, en faire la propagande pour que les populations sachent quels sont les recours possibles quand elles sont dans des situations qu'elles estiment être intenables. Bien, le parti dissous de Guillaume Soro s'est aussi prononcé sur les enjeux de la prochaine phase de révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. GPS estime que les nombreux déguerpissements constituent une entrave certaine au succès d'une opération prévue du 30 septembre au 30 octobre 2024. Réaction, Guillaume Bateau? Oui, je crois que c'est un problème qui est tellement sérieux qu'il ne faut pas le prendre. L'écrasante majorité des populations
qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale faute de documents administratifs ne sont pas à Abidjan. Voilà, faut pas... Le déguerpissement, c'est important, je ne veux pas pour minimiser, mais l'écrasante majorité des Ivoiriens qui ne sont pas sur la liste électorale faute de documents administratifs ne sont pas à Abidjan. Vous comprenez? Moi, si je prends la sous-préfecture dont je suis originaire, la sous-préfecture de Daleux dans le département de Danani, 60 000 habitants, selon le dernier recensement, nous avons à peine 9 000 inscrits sur la liste électorale. Le sous-préfet, il y a quelques années, a fait un recensement. Il y avait environ 20 000 sans-papiers dans cette sous-préfecture. C'est à peu près la même chose dans presque toutes les régions de Côte d'Ivoire, y compris. Donc, en même attribuant cela au déguerpissement, on amoindrit même, on minimise. C'est pour ça que moi, je n'ai pas compris que les députés, l'Assemblée nationale, la majorité RHDP à l'Assemblée nationale, aient refusé la gratuité de la carte d'identité. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 19 septembre. Est-ce que c'est déjà arrivé en Côte d'Ivoire, la gratuité de la carte d'identité? Oui, c'est arrivé en Côte d'Ivoire. Par le passé, c'était des bailleurs internationaux qui avaient appuyé l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont disparu du monde entier. Il n'y a plus de bailleurs. Mais vous estimez qu'il ne faut pas aller prendre du crédit et encore vous demander à l'État de Côte d'Ivoire? Moi, j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai jamais dit ça. Certains Ivoiriens, je parle à travers vous. Je ne fais pas partie de ces Ivoiriens. D'accord. Si on prend des crédits pour construire des ponts, on peut prendre des crédits pour faire des cartes d'identité aux gens. Moi, je suis pour que la carte d'identité soit gratuite. Et que, je parlais de la rébellion. Vous savez bien que la rébellion, pendant la rébellion, beaucoup de centres d'état civil en Côte d'Ivoire ont été détruits. Et que la reconstitution a été difficile. Donc c'est un processus qui doit continuer au moins sur 10-15 ans pour qu'on puisse retrouver cet état civil. Il y a des efforts qui sont faits, il y a des projets qui sont annoncés. Mais je dis, regardez aujourd'hui, officiellement la carte d'identité coûte 5 000 francs. Vous prenez un paysan qui a 6 enfants qui sont en âge de voter et qui n'ont pas d'activité, mais qui doivent se déplacer de leur village pour venir généralement parce que les chefs de sous-préfecture sont éloignés des villages, qui doivent prévoir, parce que pour faire la carte d'identité, il faut d'abord avoir une extrait de naissance, il faut ensuite se faire établir une certaine nationalité, et acheter le terme à 5 000 francs. Quand on fait un petit calcul, on est déjà autour de 10 000 francs. Et si vous devez vous déplacer d'un village, par exemple, à 20 km pour venir en ville, vous devez vous prendre en charge. Et il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas assez de centres. C'est entre 15 et 20 000 francs qu'il faut débourser. Vous croyez que après les gens se découragent, ils restent chez eux. Donc il faut non seulement la rendre gratuite, il faut beaucoup. En ce moment, il y a une opération d'audience foraine qui est en cours pour permettre à ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance de les avoir gratuitement. C'est une bonne chose. Mais il faut que le gouvernement communique suffisamment sur cette opération. Et il faut que les fiches qui doivent être remplies par les pétitionnaires soient données en abondance dans les sous-préfectures, dans les mairies. Et que les officiers d'état civil soient sensibilisés pour qu'ils multiplient, qu'ils augmentent le personnel consacré à cette activité. En somme, l'argument des déguerpissements est insuffisant. Je trouve que c'est trop faible. Bien. C'est trop faible. Alors pour GPS1, vu les déguerpissements qui ont lieu à Abidjan, un mois pour la révision de la liste électorale, c'est insuffisant. Réaction, plus cher Balé pour terminer. Oui, il ne faut pas minimiser les déguerpissements parce que c'est des milliers de ménages qui sont mis à la rue, qui sont déséquilibrés. Les gens n'ont pas eu le temps de prendre leurs papiers puisqu'on ne les informe pas avant de les déguerpir. Et même quand on les informe, on ne respecte pas le délai. Par exemple, le déguerpissement du 1er septembre à GESCO, on leur avait dit, on vient lundi, finalement on est venu vendredi, pendant que les gens sont au travail. Donc les gens n'ont pas le temps de prendre leurs effets. Tous leurs papiers restent sous les décombres. Du coup, ça accroît le problème dont il a parlé, qui est réel. Ça va augmenter le nombre de personnes qui n'ont pas de pièces. Et c'est propre à tous les partis politiques, hein? Quoi? Ce problème-là? Non, ce n'est pas une affaire de parti politique même. C'est une affaire de l'administration qui n'arrive pas à prendre les dispositions qu'il faut pour garantir que les citoyens aient leur carte d'identité. J'ai coutume de le dire que dans ma propre famille, je connais des gens qui ont eu leur carte d'identité en 10 jours ou en 2 semaines. Par contre, il y en a qui attendent 5 ans,
qui s'inscrivent 5 fois et il n'y a même pas de trace de leur inscription à l'ONESI. Il y a un gros problème alors que c'est la carte d'identité qui est exigée pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Donc quand l'ONESI n'arrive pas à satisfaire ceux qui vont demander leur carte d'identité, comment on fait? Ils ont supprimé aussi l'attestation d'identité. Donc moi je pense que, étant donné les délais qui sont très courts, il y a lieu de prendre des décisions exceptionnelles. Que les gens puissent s'inscrire ne serait-ce qu'avec le récépissé de la carte d'identité. Parce que s'il n'a pas sa carte, ce n'est pas sa faute, mais le récépissé a au moins la preuve que à terme, il aura sa carte, qu'il n'ait sa carte ou pas, qu'il puisse voter avec ce récépissé. Ce qui n'a pas été proposé par GPS. Non, GPS parle des déguerpissements qui vont accroître le nombre de personnes qui ne pourront pas s'inscrire. Et je vous ai dit pourquoi est-ce que GPS a raison de le dire, mais il n'y a pas que ça comme problème. Il y a le fait que la disponibilité même de pièces pour tous les citoyens en général est un problème. En dehors des problèmes qu'il a évoqués, qui est effectif dans tout l'intérieur du pays, mais même à Abidjan ici, on a des problèmes pour avoir la pièce. La deuxième chose, il faut que la CEI soit sérieuse dans son travail. Pourquoi dites-vous que la CEI n'est pas sérieuse? Là, il est magistrat. Le code électoral dit que dans l'article 6 que les révisions doivent être annuelles. Et lui, il dit officiellement qu'il se permet de faire les révisions à cheval sur 2 ans. Est-ce que la Côte d'Ivoire a les moyens de faire des révisions annuelles? Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de respecter la loi. Les moyens, là, quand on veut les trouver, on les trouve. Si c'était les moyens pour aller emprisonner les gens, pour aller acheter les armes, ils allaient les trouver. Là, on est en train de parler du droit de vote, qui est un droit inaliénable de tout citoyen que l'État devait garantir. Voilà. Donc, la CEI devrait organiser les révisions annuelles. C'est une question de volonté politique et d'organisation, mais aussi surtout de respect de nos textes. Donc, à partir du moment où on est en train d'organiser ça pour 1 mois seulement en 2024, nous sommes en droit de nous demander s'il y aura une révision en 2025. Parce que les 1 mois là, ça ne suffit pas. En 1 mois, est-ce que tous les nouveaux majeurs auront leur papier quand on sait les difficultés qu'il y a à avoir ces papiers? C'est pour ça que nous avons proposé que la période de révision, là, elle s'étende jusqu'en juin 2025, le temps que sans pression, les gens puissent établir leurs pièces et s'inscrire sur les listes électorales. En attendant qu'on soit un État réellement moderne, qui a un État civil moderne, qui permet de faire en sorte qu'on n'en soit plus à lancer des appels pour s'inscrire sur la liste électorale parce qu'automatiquement, et les morts et les nouveaux majeurs seraient ajoutés ou retirés de la liste. Merci Pucherik Balé. Malheureusement, fin de la seconde partie de cette émission. Place maintenant au carton rouge. Nous sommes dans le carton rouge, rubrique dans laquelle nos consultants font des coups de gueule sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Le premier carton rouge de cette émission avec Guillaume Bateau. Oui, mon carton rouge s'adresse au ministère de l'Éducation nationale. Je pense qu'on l'a dit ici un peu, c'est maintenant qu'on commence la distribution des kits aux élèves. Je pense que le ministère peut mieux s'organiser de telle sorte que pendant les vacances, pendant le mois d'août par exemple, tous ces kits-là soient acheminés dans les directions régionales, les directions départementales, dans les écoles, à telle enseigne que, de telle sorte que quand les élèves s'inscrivent, on leur remet leur kit. Mais c'est maintenant que le processus est lancé et ça va prendre des mois et des mois, alors que les élèves en ont besoin. Je crois que la rentrée ne surprend personne. En plus, c'est le ministère lui-même qui fixe la date de la rentrée. Et année après année, on recommence toujours ce que je considère comme une faute. Il faut que cela change pour que les kits soient disponibles dès le début des cours. Merci. Pucherik Balé, réaction sur ces cartons rouges? Oui, je suis tout à fait d'accord avec son carton rouge parce qu'effectivement, la rentrée ne surprend pas. Et je voudrais dire que c'est dommage parce que ce n'est pas seulement au niveau du ministère de l'Éducation qu'on rencontre cette incapacité à préparer bien les choses. Pour la libération des prisonniers graciés, c'est la même chose. On sait que tous les ans, le président parle le 6 août, il parle le 31 décembre. Pourquoi avant ça,
on ne donne pas la liste des prisonniers graciés pour que, dès qu'il parle, non seulement il annonce des chiffres justes, mais dès qu'il parle, le lendemain, on commence à libérer les gens. Bien, votre carton rouge maintenant. Moi, mon carton rouge, là, il va à l'assaut de Fort. On est en train de pleurer à Abidjan ici par rapport au déguerpissement. Et eux, ils se sont permis, cette semaine même, de déguerpir des personnes dans la région de la Maraoué, à Bonon précisément. On a cassé leurs maisons, on a détruit leurs plantations, sans même les avertir, sans leur donner le temps de se préparer à partir. Et ça, ce n'est pas responsable. Parce que si les forêts et les parcs sont agressés par les populations, il n'y a pas d'autre responsable que l'assaut de Fort elle-même. Parce que c'est dans ses attributions de veiller à ce que les forêts classées soient bien gérées. Et c'est les forestiers eux-mêmes qui sont complices des populations qui s'installent. Une plantation, là, ça ne se fait pas en un jour. Ils sont où? Pendant que les gens créent les plantations, ils sont où? Pendant que les gens s'installent dans les forêts classées, ils vont même construire des écoles dans ces forêts classées-là. Donc, la moindre des choses, c'est de respecter la dignité humaine de ces populations-là. Quand on doit les mettre dehors, il faut pouvoir prendre toutes les dispositions qu'il faut pour que cela se fasse dans les règles, pour ne pas qu'on arrive encore à augmenter le taux de paupérisation. Donc, en conclusion, il faut que nos gouvernants apprennent à respecter la dignité humaine dans tout ce qu'ils font. Bien, Guillaume Bateau, réaction. Oui, je pense que la question des forêts classées est une question importante. Et je crois qu'il faut que l'État renforce les moyens à la disposition donc, de la police forestière pour assurer effectivement la protection des aires protégées. Malheureusement, on constate effectivement que les populations s'infiltrent pendant de longues années sans réaction des autorités. Il est bien effectivement que les autorités réagissent, mais effectivement, il faut toujours respecter la dignité des gens. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai évoqué la rébellion, la crise. La rébellion a fait que beaucoup d'aires protégées en Côte d'Ivoire ont été détruites. Voilà. Moi, je suis d'une région où il y avait beaucoup de forêts classées, mais qui ont été détruites. On a coupé des arbres, des essences centenaires, j'allais dire même millénaires. Et ça, c'est des manques à gagner pour notre pays. Donc, il faut que non seulement la police forestière ait suffisamment de moyens, suffisamment de personnel pour assurer la sécurité de ces espaces-là, avec la contribution des populations. Il faut que les populations riveraines soient suffisamment sensibilisées et que aussi les moyens soient donnés à ces populations pour leur permettre de subsister sans agresser ces espaces. Et quand le gouvernement veut appliquer la loi, ce qui est juste, il faut que des décisions soient prises, que les infiltrés soient informés, soient sensibilisés et qu'on puisse le faire en respectant leur dignité minimale. Place maintenant à la rubrique des chiffres, le chiffre du jour. Alors, le chiffre du jour, c'est 22. C'est lié à l'histoire de la Côte d'Ivoire, à la date d'aujourd'hui également, 22. 22 ans que la rébellion... Bien sûr, il y a pas rébellion, mais il y a 22 ans, il y a 22 ans, il y a 22 ans, la date du 9 septembre 2002 marque l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce jour-là, ancien chef d'État, le général Robert Guèye, responsable du coup d'État de décembre 1999, est assassiné en tout cas le 19 septembre 2002. Le souvenir du 19 septembre 2002 reste ancré dans la mémoire collective ivoirienne et internationale comme un symbole de tragédie et de division. Alpucherik, les réactions sur cette date qui a marqué toute la Côte d'Ivoire? Oui, c'est une date qui n'aurait pas dû exister. Malheureusement, elle a existé. C'est une page très noire de notre histoire. Et c'est vraiment déplorable ce qui s'est passé le 19 septembre. C'était 2002. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, le 19 septembre 2002. En tout cas, à la suite de cette attaque, il s'en est suivi beaucoup de massacres à l'intérieur du pays. Et vraiment, on aurait voulu ne pas avoir vécu ça. Guillaume Bateau. Moi, je voudrais saluer la mémoire de tous ceux qui sont morts ce 19 septembre 2002. Vous avez cité le général Robert Guèye, mais n'oubliez pas aussi que l'ancien ministre Émile Bougadoudou avait été assassiné à son domicile. Beaucoup d'officiers de l'armée ivoirienne avaient été assassinés à Abidjan et à Bouaké.
Et c'est ce que je disais à l'entame de l'émission. Tous ceux qui ont été responsables de ces massacres, de cette situation, aujourd'hui, se trouvent malheureusement, n'ont pas payé, la justice n'a pas été faite pour les victimes de ces événements-là, pour leurs ayants droit. On a parlé de ceux qui sont morts, mais il y a eu tous les biens détruits, il y a eu vous avez vu l'exode des populations, les femmes enceintes éventrées. C'était terrible. Et je pense que ces questions-là doivent revenir dans l'espace politique et public. On ne peut pas passer ça par perte et profit. Et ceux qui ont été responsables, même s'il y a eu les accords, il y a eu la paix, ils ne doivent pas faire comme si de rien n'était. S'ils ne portent aucune responsabilité dans tout ce que notre pays vit aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est vrai, il faut tourner la page, il faut aller de l'avant, mais il faut toujours faire en sorte qu'on puisse régler nos divergences politiques de façon démocratique. Les armes n'ont pas leur place dans le débat politique et dans le débat public. Merci Guillaume Bateau. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci Pulchéric Balé à vous également, chers téléspectateurs. Merci d'avoir suivi cette émission. Retenez cette citation du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. La paix, ce n'est pas qu'un vain mot, c'est un comportement. Que la paix soit votre quotidien, chers Ivoiriens. Nous n'avons qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire. Portez-vous bien, que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.